Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle review de film. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la tétralogie, la quadralogie, vous appelez ça comme vous voulez. De toute façon, les deux termes sont bons, hein. Des films évangélions. J'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café, un petit thé, des pop-corn et de vous asseoir confortablement. On a beaucoup de choses à dire. Je vais me permettre d'ajouter deux petits points dans cette review que vous pourrez éventuellement sauter si ça ne vous intéresse pas, car c'est pas spécialement nécessaire pour ceux qui n'en ont rien à secouer, hein, et vous pourrez les sauter car il y a un chapitrage sur la barre de la vidéo, vous pourrez directement sauter à la review du film si jamais les deux premiers ne vous intéressent pas. Pourquoi ? Parce que le premier point de cette review, on va attaquer les fins des différentes fins d'Évangélion. Parce que oui, comme ça va me permettre de comparer, quand on parlera du dernier et quatrième film, de voir les changements qu'il y a eu par rapport aux différentes fins d'Évangélion, des fins qui ont fait débat, hein, parce qu'on vous rappelle que la première série, la série télé est sortie en 95, c'est terminé en 96, et il y a eu The End of Evangelion en 97, qui a permis de clôturer correctement, mais Anno n'était pas complètement satisfait de la fin d'Evangelion. Donc, il a sorti ses rebuilds, hein, ces fameux rebuilds, ces 4 films, cette tétralogie. Donc, on va pouvoir comparer ça. Et le deuxième point, ce sera les différentes VF d'Evangelion, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, sur la distribution de ces VF, parce que vous savez que Evangelion a eu un redoublage à la sortie en 2019 sur Netflix. Ces films également, ces rebuilds, sont sortis chez Dybex. J'ai les coffrets, je pourrais vous les présenter tout à l'heure. Et il y a différentes VF, une VF pour ces coffrets, une VF pour Amazon Prime et la diffusion Netflix. C'est un peu bordelique. Donc je me suis renseigné auprès de Vic la Terreur, que vous connaissez très certainement pour sa chaîne YouTube de review de films en Blu-ray. Donc si jamais vous avez un doute sur des sorties et que vous n'osez pas acheter un coffret, n'hésitez pas à aller voir ses reviews. Donc ça va me permettre d'être très clair, d'être en tout cas le plus clair possible, hein, sur pourquoi les VF d'Evangélion, etc. Vous savez également qu'il y a la sortie, une ressortie en Blu-ray chez nous en France d'Evangélion chez Dybex. Donc ça va me permettre de répondre à différentes interrogations. Mais une fois de plus, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez carrément sauter cette partie, hein, je ne vous en voudrais pas évidemment. Alors, pour commencer, nous allons pouvoir vous parler tranquillement des différentes fins d'Evangélion, des fins qui ont fait débat, que ce soit pour la série télé ou The End, des fins à première vue assez compliqué à comprendre, hein, puisque on vous rappelle que pour la série télé, les 2 derniers épisodes, bon, cette fin d'Evangélion, hein, qui est intervenue assez brutalement, les gens de la série qui ont regardé ça à la télé japonaise à l'époque ont dû être très chamboulés par ces deux derniers épisodes, donc le 25 et le 26e, qui au final n'est qu'une espèce de grosse insulte. C'est comme ça en tout cas que les gens l'ont pris, hein. C'est-à-dire que on passe d'une fin assez tragique à quelque chose de très simple où il y a très peu d'animation, c'est les personnages assis sur une chaise qui se font juger. On a l'impression que Anno juge les personnages et essaye de les présenter un à un jusqu'à passer éventuellement évidemment à Shinji dans le dernier épisode. Il juge Shinji comme quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité, qui n'accepte pas qu'il est aimé par les autres, qui passe son temps à se dénigrer, qui pense que tout le monde le déteste et qui est complètement dans les étoiles. Le gars il pense que tout le monde le déteste pour ce qu'il a fait, alors qu'en réalité c'est tout autre. Et heureusement cette tétralogie vient corriger ça, hein, même si The End of Evangelion c'est autre chose. Mais voilà. On a évidemment cette fameuse fin que tout le monde connaît, où Shinji accepte enfin qu'il était complètement déconnecté du monde, hein, et qu'il se reconnecte enfin avec la réalité, qu'il revient sur Terre. Et ça, les fans de l'époque l'ont pris comme une giga insulte de la part d'Anno, qui se moque complètement des otaku. On parle bien des otaku qui littéralement regardent des animés en fait, hein. C'était une grosse insulte, un gros crachat, ou en mode les gars, ça suffit de regarder des animés, sortez-vous les doigts du cul, sortez de chez vous, trouvez un boulot, arrêtez d'être des grosses feignasses qui regardent des animés, c'est bon, arrêtez d'être déconnectés de la réalité. C'est comme ça que les fans l'ont pris. Bon, vous connaissez la suite, hein. Les gens sont sortis et ont été tagués sur le studio Gainax, à mort Hideaki Anno, on va te couper la tête, hein. Tout le monde le connaît, hein. Cette photo, elle apparaît, tout le monde la connaît, elle est culte, cette photo du studio Gainax complètement taguée d'insultes et de menaces de mort envers Hideaki Anno. Alors même si c'est complètement excessif comme réaction, les gens de l'époque l'ont évidemment très mal pris, parce que Anno, on le sait, et bon, ça s'est amélioré avec le temps, hein. Ce n'est très probablement plus le cas aujourd'hui, mais il était en giga dépression à l'époque, hein. Et Evangelion lui a servi de
défouloir pour ses démons, pour exorciser tout ça. Et la fin d'Evangelion, on sent que le gars était pas du tout sorti de sa dépression, quoi. Bon, il a craché toute la haine qu'il avait envie de sortir pour se calmer, hein, finalement, hein, pour exorciser tout ça. Bon, c'est pas certain que ça ait marché, pour le coup, hein, d'exorciser tous ces démons-là, mais il n'empêche que ça n'a pas répondu à la question de la série, parce que ça s'est terminé brutalement sans vraiment de fin, très probablement pour une question de budget aussi, hein, parce que bon, les 2 derniers épisodes c'est juste une espèce de dédale des différents personnages dans un décor vide et très peu d'animation. Parfois les personnages parlent mais les bouches ne bougent même pas, c'est-à-dire que les personnages ne parlent pas, hein. C'est juste un doublage sur des personnages qui regardent dans le vide et c'est tout. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que Anno et le studio Gainax ont décidé de sortir 2 ans ou un peu moins d'1 an après un film récap. Un film récap, j'ai plus le nom exact, mais ce qui est sûr c'est que c'est un film récap qui a permis ensuite, avec quelques scènes supplémentaires, de rattraper la fin de la série télé pour la sortie en 1997 de The End of Evangelion. Alors, le nom est assez révélateur, hein, de ce que Anno cherchait à faire avec Evangelion, c'est-à-dire mettre fin, The End of Evangelion, mettre fin définitivement à l'histoire, répondre aux fans, bon vous me cassez les couilles, c'est bon je vais réécrire la fin d'Evangelion, j'ai compris que j'avais fait une bêtise. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'Anno s'était excusé pour ce qu'il avait fait à l'époque et ce qu'il avait dit, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me trouver une interview ou quelque chose qui pourrait expliquer si Anno s'était excusé pour les insultes envers les fans de la Japanimation à l'époque avec la série télé, et si The End of Evangelion était... alors c'était pas voulu évidemment, hein, pour lui Evangelion était fini, même s'il n'était pas complètement satisfait de sa fin. Bon, The End of Evangelion non plus du coup, parce que s'il a réécrit cette tétralogie avec son propre studio Kara, on en parlera après, c'est qu'il n'était pas satisfait. Et The End of Evangelion, ça vient définitivement clôturer, ça reprend évidemment après l'épisode 24, réécrivant complètement cette fin. The End of Evangelion, c'est le chaos, hein, c'est le chaos, c'est la mort, c'est la destruction. Pourquoi ? Parce que Shinji décide littéralement de raser l'humanité. En fait, voilà, il décide de mettre en place le 3e impact, donc vraiment de détruire l'humanité. Hein. Il détruit tout par un excès de colère, par un excès de fuir la réalité une bonne fois pour toutes, parce qu'il en a marre de la réalité, il a marre de souffrir, il en a marre de ne pas être heureux, il en a marre de tout ça, donc il décide littéralement de détruire tout, sauf que, après une discussion avec Rei, il décide de revenir en arrière. Que finalement c'est pas bien, que les humains s'ils vivent c'est parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a de la joie, parce qu'il y a de l'émotion, donc ils décident de faire marche arrière. Mais ça change rien, parce que l'humanité a été réduite à néant, peu importe s'il décide de faire marche arrière, ça ne change strictement rien. Il annule certes le 3e impact, il annule tout, mais... Enfin, annule tout. Une fois que la fusion en un seul être, le plan de complémentarité de l'homme, ce fameux plan censé être mis en place, c'est Shinji qui finalement le met en place, hein, et Gendo, son père, réussit son pari, puisque il est bel et bien réuni avec sa femme, ça aura été son objectif jusqu'au bout, même si ça n'aura pas eu lieu dans cette tétralogie. C'est d'ailleurs l'importance qu'a entre guillemets la fin de The End of Evangelion et la fin inédite réécrite pour cette tétralogie, la raison pour laquelle ça a été réécrite, que ça plaise ou non évidemment, que Shinji décide de revenir en arrière parce que bon, en fait c'est pas bien, mais ça ne change strictement rien parce que bon, les êtres humains ont été transformés, il n'y a plus d'êtres humains sur Terre, tout a été transformé, le plan de la ZILE pour le plan de complémentarité de l'homme est arrivé à son succès, hein. Tous les humains ont fusionné pour devenir qu'une seule entité, une seule conscience, mais Shinji décide quand même de revenir en arrière, de terminer sur une plage où Asuka est la seule à être revenue, Asuka est la seule à avoir été ressuscitée, parce que Shinji a décidé de la faire revenir, mais il décide de l'étrangler pour la tuer, mais finalement il s'arrête parce qu'il a pas les couilles de le faire, mais voilà, c'est ultra anecdotique. Enfin, on comprend avec cette fin que jusqu'au bout, même s'il a décidé de faire marche arrière, même s'il a décidé que finalement c'était pas bien, ça change rien, l'humanité est morte, le plan de complémentarité de l'homme est arrivé à son terme, le Gendo a gagné, et Shinji
a fui jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il aura fui, il n'aura pas tenu ses responsabilités, il se sera mis sur Asuka pour l'étrangler, mais il n'aura même pas été capable de faire un truc pareil. Et dernière phrase d'Asuka est ultra révélatrice de cette fin horrible. C'est qu'elle dit littéralement, comme dernière phrase du film, ça me dégoûte. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire pour cette fin, c'est-à-dire que Shinji aura été un gros connard et il aura fait des mauvais choix jusqu'à la fin. Je sais très bien que certains vont me dire c'est pas du tout ça la fin, t'as rien compris à The End of Evangelion. N'hésitez pas à me faire un pavé dans les commentaires, hein, je suis ouvert à tout ça. Donc on comparera tout à l'heure avec la fin de cette tétralogie, mais c'est déjà en 10 minutes, je pense qu'on a été clair sur la fin de la série télé. Hein. Ensuite... Pour continuer, nous allons parler des différentes VF dans cette deuxième partie, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez la sauter évidemment, parce que il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur ces VS. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a eu une VF en 98 avec la distribution d'Ibex, hein, qui a sorti une première version DVD à l'époque, je crois, en tout cas je crois qu'il y a une version DVD à l'époque qui est sortie en 98, avec un premier casting, bon, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront moins, simplement parce que la voix de Shinji en VF n'a jamais changé entre la version 98 et le redoublage 2019. Pourquoi? Parce que c'est Donald Renew. Oui, c'est la même voix. Oui, Renew était le Shinji Ikari de 1998. Il avait 16 ans. Voilà. Il y a eu 20 ans qui s'est écoulé entre les deux versions, entre les deux doublages, mais c'était quand même Renew à l'époque. Il y a eu évidemment quelques changements, que ce soit sur Rei, sur Asuka, sur Gendo, sur quasiment l'intégralité finalement du doublage de 98. Hein. Tout a été refait, le casting a été revu, sauf évidemment pour Renew et Misato, parce que Laurence Beeret restera sur son rôle de Misato. Elle sera rappelée pour le doublage 2019. Pour les différents doublages. Et il faut savoir, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, le doublage de 2019, le redoublage, n'est pas le seul. C'est-à-dire que ce redoublage de 2019, de la part des ayants droit, j'en parlerai dans quelques secondes, n'est pas le seul, n'est pas le deuxième, mais en réalité le troisième doublage d'Evangelion. Oui, il existe un deuxième doublage que personne, mais strictement personne ne connaît d'Evangelion, qui a été enregistré au studio Saint-Maur en France. Absolument personne ne connaît ce doublage, simplement parce qu'il ne sera jamais distribué ailleurs. On ne le verra jamais en DVD, on ne le verra, si, très probablement en DVD, mais des DVD que personne n'a acheté, parce que tout le monde a certainement acheté et vu la série Evangelion à la télé à l'époque, avec le doublage d'Ibex. Hein. Donc personne ne le connaît, avec notamment Florence Dumortier sur Rei et Françoise Escobar sur Asuka. Mais je connais pas les autres personnages du doublage parce que j'arrive tout simplement pas à trouver le carton de cette VF là que personne ne doit connaître. Surtout parce que les comédiens jouent très mal. Et voilà, il faut le dire, les comédiens jouent très mal. Donc pourquoi ? Parce qu'on va répondre à la question hein, que certains doivent se poser. Pourquoi il y a eu un redoublage en 2019 ? Quelle était l'intention derrière ce redoublage ? Surtout que la plupart d'entre vous, les vieux de la vieille, ont dû voir la série avec le doublage de 98. Bon, pro VO, vous pouvez aller vous faire enculer. Hein. Pourquoi il y a eu ce redoublage ? Eh bien, c'est une demande de l'ayant droit. Tout simplement, c'est une demande de l'ayant droit de la part du studio Kara directement, avec la sortie de la ressortie d'Evangelion sur Netflix, la refonte complète des sous-titres, de la traduction complète, parce qu'il faut savoir qu'Evangelion est l'une des rares séries, si ce n'est la seule sur Netflix à avoir été traduite depuis le japonais. Le doublage également a été demandé par l'ayant droit parce qu'il voulait faire une refonte complète de la traduction, parce que la VF de l'époque était pas bonne sur la terminologie d'Evangelion, et c'est donc pour ça qu'il y a eu un redoublage, donc commandité, très probablement, à la fois par Netflix, mais aussi parce que les films Rebuild ne sont pas chez Netflix, mais sur Amazon Prime Video, donc ont été redoublés. Vous savez que les Rebuild, bon, ils n'ont pas été redoublés, mais la série télé, elle, en tout cas, a été redoublée avec des nouveaux personnages, un nouveau cast. Je pense notamment à Emily Rose sur Asuka. Bon, il y en a qui aimeront Marjolaine Poulain sur le doublage de 98. Hein, j'ai rien contre Marjolaine Poulain, qui a été rappelé quand même, parce que voilà, on va parler maintenant je vais pouvoir vous montrer ces coffrets, hein, ces coffrets d'Ibex, des 3 films. Alors, ils appellent ça l'intégralité des films Evangelion. Il y en a 4, bande de cons. Alors oui, je sais très bien que le 4e et dernier film, 3.0 plus 1.0, vient tout juste de sortir au Japon.
au début mars. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas de sortie du 4e film, mais appelez ça l'intégralité des films alors que c'est une quadrilogie, vous êtes con d'Ibex, ok. D'ibex a dû refaire un doublage d'un doublage, voilà. C'est compliqué, c'est un casse-tête monstrueux. Pourquoi? Parce que les ayants droit chez Netflix et chez Amazon Prime, ils ont pas envie de vendre la VF. Eh ouais, bah oui, ils ont pas eu envie de vendre la VF. Donc, le doublage Netflix avec Emily Rowe, Elisabeth Ventura sur Rey, il y en a qui aimaient évidemment Stéphanie Laforgue, hein. Rey New reste évidemment sur son rôle, que ce soit sur la série télé ou ses films rebuild, sauf... J'ai bien dit sauf pour le doublage d'Ibex de ces films, de ces coffrets Blu-ray, parce que vous ne trouverez pas le doublage d'Amazon Prime sur ces coffrets, hein. Il faut bien le comprendre, je vous l'ai dit à l'instant, c'est parce que c'est trop cher, et l'ayant droit ne voulait pas vendre les VF, et Netflix de toute façon est un gros fléau, vous l'avez suffisamment entendu comme ça, Netflix sont des giga fils de pute sur la vente des VF, ils ne les vendent jamais parce que les ayants droit peuvent pas les acheter, donc je pense que c'est même pas un intérêt pour eux d'espérer ne serait-ce que de demander à Netflix de les acheter, en sachant qu'ils vont la vendre un rein. Ils vont la vendre un rein pour rien du tout, ça n'a aucun sens la raison pour laquelle Netflix la vend si cher ses VF. Donc ils ont été obligés de refaire un doublage, donc un doublage d'un doublage. Sauf pour le premier film, je vous l'ai dit à l'instant, où c'était pas Rey New qui a été rappelé, je sais pas pourquoi, parce que peut-être Rey New était pas disponible, donc pour le film 1.0 chez D'ibex, donc ce film-là, je vous le montre, hein, le premier film chez D'ibex, ce n'est pas Rey New, mais Vincent Deboire. Vincent Deboire, vous le connaissez très probablement pour un rôle ultra connu dans la Japanimation, fan de Bleach. Vous voyez de qui je parle, hein? Ichigo. Ah oui, Ichigo, il joue Ichigo dans la version française de Bleach, hein. Donc il a été appelé exclusivement pour le premier film Evangelion. 1.0, You Are Not Alone, et puis pour des raisons, je sais pas pourquoi, hein, encore une fois, et ben c'est ce dernier, c'est Rey New qui récupérera une nouvelle fois son rôle sur les autres films, à la fois sur le doublage Amazon Prime et sur le doublage d'Ibex, hein, on parle bien, hein. Mais le doublage de ces films d'Ibex donc rappellera Marjolaine Poulain. Hein, c'est important, rappellera certains autres comédiens, je crois que Stéphanie Laforgue sera rappelée sur son rôle également de Rey. Bon, Misato, Laurence Beeret, je trouve sincèrement que c'est un énorme, mais alors un énorme casse-tête pour les comédiens. Je parle même pas pour Rey New qui ont dû doubler 2 fois la série télé, ont dû doubler 2 fois ces films, c'est un casse-tête. Je veux dire, ils ont dû doubler déjà une fois pour Amazon Prime, ils ont dû redoubler ce même film une deuxième fois pour D'ibex. C'est un casse-tête. Je veux dire, c'est un putain de casse-tête, que ce soit pour la série télé où ils ont dû redoubler déjà une deuxième fois leur rôle qu'ils ont fait en 98, redoubler le film Rebirth machin truc, redoubler très probablement The End of Evangelion, parce que The End of Evangelion a très probablement dû être redoublé également en 2019. Pourquoi avoir fait ça? Surtout que ils sont même pas distribués ces films. Alors oui, certes, la série télé va ressortir chez D'ibex, ne vous attendez évidemment pas à voir, et c'est le cas, hein, Vic m'a répondu là sur ce point, il n'y aura pas le doublage Netflix sur le coffret d'Ibex qui vont sortir, on espère évidemment cette année, hein. Donc une édition collector Blu-ray remaster d'Evangelion qui sort chez D'ibex, vous en avez très probablement une petite illustration ici, donc un gros casse-tête. Il y aura évidemment que la VF de 98 disponible sur les coffrets d'Ibex, il y en a qui du coup n'achèteront pas parce que il y en a qui ont été habitués comme moi à avoir découvert Evangelion avec le doublage 2019, avec... Je préfère Emily Rowe, je suis désolé, je préfère Emily Rowe à Marjolaine Poulain, je préfère Elisabeth Ventura à Stéphanie Laforgue, tout le nouveau doublage est génialissime, il y a vraiment un casting 5 étoiles, ne parlons pas de Nagisa qui est doublé par Alexis Thomasian, c'est une masterclass, on a énormément de comédiens ultra connus, je pense à Lila Lacombe, Gabriel Bismuth bien-aimé, Adrien Larmande, Marie-Nomen Machère, Benoît Dupac, c'est un casting 5 étoiles ce doublage Netflix, ce doublage Amazon Prime, donc... Ouais, je sais, certes, ce doublage ne sert
que de la part de l'ayant droit pour le lexique Évangélion, mais c'est un casting 5 étoiles quand même. Donc on peut pas le renier, on peut pas ne pas aimer ce doublage. Sauf évidemment pour Renew, il y en a qui aimeront pas parce que la voix de Renew a vieilli en 20 ans. Certes, hein, vous pouvez comparer, vous pouvez très facilement trouver des passages d'Évangélion de 98, voir à quel point Renew était jeune. Et il avait une voix très fluette, hein. Il avait 16 ans, on vous le rappelle, il avait 16 ans, il avait une voix jeune. Et aujourd'hui, même pour lui, ça serait très étrange de réentendre sa voix d'il y a 20 ans. Donc évidemment, il y en a qui aimeront pas cette voix de Renew bien plus rogue, bien plus adulte, sur ce même personnage qu'il redouble 20 ans plus tard. Mais c'est évidemment une idée, certains aimeront pas, c'est un avis, il y en a, voilà, je vais pas contredire votre avis, pour ça que j'ai pas contredit Vic également quand il m'a dit moi j'aime pas le doublage 2019, je trouve que je déteste le nouveau doublage, la voix de Shinji c'est un non catégorique, c'était une erreur de faire revenir Renew, blablabla. Vous aimez pas, ça vous regarde, ok, vous avez votre avis, hein, je vais pas vous contredire. Donc voilà. J'espère que c'était plutôt clair, n'hésitez pas à me dire si c'était pas très clair, si jamais vous voulez éventuellement une vidéo dédiée à ça un jour. Passons maintenant à la dernière partie de cette review, les films Évangélion. Alors, qu'est-ce que racontent ces films? Sachez qu'on va faire très simple pour les deux premiers, on va surtout beaucoup s'attarder sur les deux derniers, parce que les deux premiers sont plus ou moins une réécriture de la série télé. Pourquoi? Le premier film Évangélion, 1.0 You Are Not Alone, sorti en 2007, bon sorti en 2021 chez évidemment Amazon Prime, hein, avec la sortie en Blu-ray également, donc je le remonte une deuxième fois, voilà, c'est bon, c'est clair pour vous, on a les trois films, hein, on a les trois films, donc 1.0, 2.0, 3.0, on espère un jour que Dybex édite évidemment le dernier film pour avoir une tétralogie, hein, parce que bon, avoir marqué l'intégrale des films alors qu'il y en a 4, encore une fois, allez vous faire foutre. Qu'est-ce que raconte ce premier film? C'est plus ou moins une réécriture des 6 premiers épisodes de la série télé, mais en s'attardant un peu mieux sur le plan de complémentarité de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui a pour but d'éradiquer la cause et la conséquence de la complémentarité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement ce dont l'homme a besoin pour exister. Quelle est la raison de pourquoi l'homme existe, hein, pour faire plus simple. Mais on s'attarde plus sur ce côté solitude. À travers également le père de Shinji, Gendo, qui est seul, qui a simplement pour but de réaliser le plan de l'asile, le plan de complémentarité, pour retrouver sa femme, ce qu'il réussira à faire dans The End of Evangelion. C'est bon pour vous? Ok, vous vous en rappelez? Et donc ce film s'attarde bien plus sur ça et sur beaucoup de détails que du coup la fin de la série télé avait eu du mal à expliquer parce que ça s'était terminé brutalement, ça avait fait un cut complet sur les deux derniers et puis c'était la douche froide pour les fans de la série à l'époque. Même si The End of Evangelion avait donné une fin certes horrible mais une fin quand même à ce plan de complémentarité. On est d'accord. Mais Anno a décidé de le réécrire, hein, avec ce premier film et de s'attarder beaucoup plus là-dessus, hein, avec beaucoup plus de détails. Niveau visuel, évidemment, même si c'est copier-coller de la série télé, il n'empêche que c'est beaucoup plus beau. On ne peut pas le cacher, c'est beaucoup plus beau qu'à l'époque. La réalisation de Masayuki et de Tsurumaki Kazuya est ultra classe. Surtout que c'était le premier long métrage de Kara. Kara qui a été fondé par Anno, déjà, disons-le, mais un an avant, un peu moins d'un an avant la sortie de ce film. Hein. Donc... oui, on peut dire que Kara a été fondé pour ses films Évangélion. Hein. Donc ce premier film n'est pas si... voilà, il retrace juste clairement les 6 premiers épisodes de la série télé, quoi. Même si, comme je le disais, ça s'attarde un peu mieux sur le plan de complémentarité. Shinji est insupportable. Shinji est insupportable, il fait que fuir la réalité. Il fuit constamment. Le mec monte dans une Eva, puis finalement il veut plus monter dans une Eva. Il en a ras-le-bol, de monter et de se faire mal, donc il fuit constamment. Il cherche constamment évidemment à avoir l'attention de son paternel, mais son père n'en a rien à secouer. Vraiment, il en a rien à foutre. Il se sert de Shinji comme d'un objet, c'est tout. Le personnage de Misato, parce que j'en ai pas parlé, on n'en parle pas suffisamment, le personnage de Misato a une importance particulière dans ces films Evangelion et dans la série télé, hein. Elle joue un espèce de pilier qui permet à Shinji de rester debout, parce que même si elle tient parfois des paroles contraires à ce qu'elle pense, hein, notamment elle dit à Shinji fais ce que tu veux, si t'as pas envie de piloter l'Eva tu le fais pas, mais 3 minutes après elle lui dit bon t'as pas le choix, tu montes dans une Eva et tu fermes ta gueule. Voilà, elle a des paroles contradictoires parfois, Misato, mais elle joue le rôle un peu de mère, elle joue un rôle de pilier, un rôle maternel
que Shinji n'a pas eu, hein, puisque l'amour maternel, Shinji ne l'a pas eu. Hein. Sa mère est morte jeune, il n'en a pas de souvenir. Donc oui, Misato sera un pilier qui lui permettra de tenir et d'avoir une autorité. Hein. Shinji se fera pousser, se fera bousculer par Misato parce qu'il n'arrête pas de casser les couilles. Hein. Même si The End of Evangelion d'ailleurs le dira aussi. Hein. Misato aura son importance et dans cette tétralogie également. Rei reste la même, hein, distante, on comprend pas trop ce qu'elle pense, on sait pas trop qui elle est, ni quel rôle elle va jouer plus tard, etc. etc. Bon. Et puis sur le niveau visuel, je vous en ai déjà dit suffisamment. Donc repassons à ce second film, You Cannot Advance, sorti le 27 juillet 2009, à peu près 2 ans après, quasiment. Toujours sorti en 2021, tout est sorti quasiment en même temps, hein, chez Amazon Prime. Qu'est-ce que nous raconte ce second film? C'est un peu la suite, hein, avec l'arrivée notamment de Asuka, je vous le disais, de Mari, évidemment, personnage ultra intéressant, ultra important, l'arrivée de Kaji également, le love interest de Misato, qui va pas spécialement jouer le rôle de paternel pour Shinji, hein, il va surtout être là pour permettre à Shinji de comprendre qu'au-delà des murs, au-delà de tout ça, il y a une ville à protéger et que bon, il y a l'odeur de la terre, l'odeur du vent, l'odeur de respirer l'air normal en dehors, au-delà de l'océan rouge, dénué de toute vie. Il y a encore de la vie. Il cherche à restaurer cette vie sur Terre avec ce fameux passage où tout le groupe est invité dans un aquarium où il y a plein d'animaux ultra beaux. Il y a des tortues, il y a des poissons, il y a des dauphins, il y a tout un écosystème qui survit. Donc oui, Kaji est là pour ça, pour répondre à ça. Que même s'il y a eu le second impact, on essaye quand même de conserver et de permettre à ces mammifères et cette vie de continuer de la restaurer petit à petit, hein, d'espérer pouvoir la restaurer un jour et que cette mer rouge de sang disparaisse et que la vie reprenne son cours sur cette planète. Spoiler, non. Voilà, je pense que c'est clair. Hein, spoiler, non. On a l'arrivée de nouveaux évangélions également et de cette fin qui change tout, qui est le point de rupture avec la série télé, avec l'entrée d'Asuka dans l'EVA 04. Et la pseudo-mort évidemment d'Asuka, vous le savez, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de changements, on a les potes de Shinji, parce que vous savez que dans la série télé, c'est notamment le pote de Shinji qui est censé monter, Toji Suzuhara, qui monte dans l'Evangelion 04, dans la série télé, à contrario, du coup, de ces films où c'est Asuka qui monte à bord de cet Evangelion 04, et qui se transforme en ange, tout simplement. Elle se transforme en ange et elle est volontairement, de la part de Gendo, tuée de la main de Shinji, de la part de l'Eva 01. Est-ce que Asuka est vraiment morte? La réponse est non, puisqu'on le voit à la fin du film, elle n'est pas morte. Elle est par contre isolée parce qu'il pense qu'elle a été contaminée, trop contaminée même d'ailleurs, donc elle est mise en quarantaine tout simplement, donc on pense qu'elle s'en sortira pas, on sait pas trop est-ce qu'elle s'en sortira ou pas, mais ça nous laisse entrevoir que elle pourrait revenir par la suite, voilà. Donc on a aussi le déclenchement du troisième impact, ça c'est important, ça ne se termine pas que sur la pseudo-mort d'Asuka, ça se finit aussi sur le déclenchement du troisième impact, qui se termine assez bizarrement, parce qu'on a l'arrivée de Nagisa, qui... On pense en tout cas qui est celui qui arrête Shinji dans sa folie pour sauver Ayanami, on s'en rappelle, hein. Le but de tout ça et de la colère de Shinji dans la fin du film, fusionnant avec Ayanami qui déclenche le troisième impact. Bon, c'est assez bizarre, et également ça répondra plus tard dans les films suivants sur qui a vraiment arrêté le troisième impact, parce que ça ne sera pas appelé le troisième impact, mais le QTI, le quasi troisième impact. Oui, le troisième impact n'aura pas vraiment eu lieu. Il aura eu lieu qu'à moitié. Il aura été à moitié déclenché et arrêté en cours de route. Le film répondra au fait que c'est Kaoru Nagisa qui arrêtera le troisième impact, mais finalement non, on nous répondra plus tard que c'est Kaji qui a arrêté le troisième impact en se sacrifiant, et que Misato et les autres auront survécu grâce à ça, grâce au sacrifice de Kaji. Bon, c'est un peu bizarre, est-ce que Anno se serait pas trompé sur l'écriture de son scénario, est-ce qu'il aurait oublié que c'est Nagisa qui a arrêté le troisième impact avec l'Evangelion 06 ? Va comprendre. En tout cas, il n'empêche que Shinji pense avoir sauvé Rei et avoir réalisé son rêve, hein, puisque c'est Misato qui les pousse, hein, même s'il aura continué à fuir encore une fois, hein, parce que il fait que ça, hein, fuir une nouvelle fois, d'arrêter de piloter l'Evangélion et de laisser le monde être détruit parce que monsieur fait sa tête de mule et Marie décide de prendre les rênes de l'Eva 02 et d'essayer d'arrêter
un nouvel ange, mais Shinji prend quand même ses balls et déclenche le troisième impact. Voilà. Très grossièrement, c'est comme ça que ça se passe. Et on va pouvoir passer au troisième film, parce que du coup, là, c'est un truc de ouf. Vraiment, le troisième film, c'est un film de transition. Le troisième film, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans le troisième film, mais ça reste un film ultra important, parce que c'est un film déjà, premièrement, qui visuellement sera des années-lumière. J'ai pas parlé visuellement du deuxième film Evangelion, parce que bon, il reste quasiment dans la même lignée que le premier, hein. C'est-à-dire qu'on a un format 16 neuvième qu'on connaît. Pourquoi je précise ça? Parce que le troisième film, 3.0, You Can't Not Redo, sera en cinémascope. Le format cinémascope, c'est un format 1920 par 1080, mais avec des bandes noires en haut et en bas, donc un format quasiment comme ça en fait, hein. C'est-à-dire qu'on aura des grosses bandes en haut et en bas, et on aura un écran bien plus resserré. C'est ça le format cinémascope, c'est le format qu'on connaît quand on va au ciné et qu'on regarde un film. Je pense à Avatar par exemple qui est en format cinémascope, c'est-à-dire que l'écran est vraiment gigantesque, mais on a l'impression que l'écran est réduit. C'est fait volontairement comme ça, hein. Ça a été réalisé volontairement comme ça. Sorti le 17 novembre 2012. Ouais, il y a quand même eu pas loin de 3 ans de pause entre le deuxième et le troisième film. Et on explique plus ou moins pourquoi, hein, puisque bon, vu le changement drastique de qualité entre le deuxième et le troisième film, il y a des années-lumière de technologie. Kara a fait un gros bond en avant et c'est pas bon de déplaire. Donc 14 ans ont passé. 14 années ont passé, il n'y a plus grand chose sur Terre, hein, puisque même si le troisième impact n'a pas eu lieu dans son intégralité, il a quand même causé des trucs, hein. Donc on vous rappelle rebaptisé en QTI. 14 années donc ont passé, et on découvre pas mal de choses, notamment que la plupart des persos ont vieilli, que Misato est encore en vie, qu'une partie de l'équipage de l'époque et de ceux appartenant à la Nerve, donc la société qui s'occupait des évangélions et de l'extinction, de la destruction des anges, ont survécu et ont formé ce qu'ils appellent la Ville, qui est une résistance permettant, et dans l'objectif de détruire la Nerve, parce que la Nerve n'était ni plus ni moins qu'en surface le plan pour réaliser le plan de Gendo, hein, on vous rappelle de déclencher le plan de lui-même de la Ville qui est de la Zile, pardon, excusez-moi, pour déclencher le plan de complémentarité. Oui, c'est très compliqué, mais on fait que répéter, hein, mais vous aurez compris, hein, que la Nerve n'était qu'une cachotterie pour réaliser le plan de Gendo Ikari, hein. Et la Ville est là pour ça. On comprend très rapidement que Shinji est en vie, que Shinji est considéré comme une menace, que tout le monde le regarde avec des yeux comme s'ils avaient envie de l'étrangler. Bon, c'est pas qu'une impression, tout le monde a envie de l'étrangler, puisque bon, il est celui qui a déclenché le troisième impact. Misato le regarde comme si elle avait envie de le tuer, alors que c'est quand même elle qui lui a dit « Shinji, vas-y, fonce pour réaliser ton rêve », donc c'est assez hypocrite de la part de Misato de le regarder avec de tels yeux, alors que c'est à cause d'elle que Shinji est parti, hein. Indirectement, en tout cas, c'est de sa faute, que si Shinji est allé jusqu'au bout, elle lui a poussé d'aller jusqu'au bout et de faire ce qu'il avait envie de faire, donc qu'elle le considère après comme une menace, c'est un peu hypocrite quand même, disons-le, mais il n'empêche que Misato est la grande boss, la boss de la Ville, qui dirige un vaisseau gigantesque, un vaisseau incroyable, hein, soit dit en passant, qui fonctionne avec l'énergie de l'Eva 01, un vaisseau incroyable, et comme je le disais au début du film, on sait que Mari et Asuka sont en vie. Asuka est en vie, elle a une espèce de bandeau sur l'œil, on apprendra plus tard qu'elle est devenue un ange, hein, puisqu'elle a été, on vous rappelle, contaminée à cause de l'Eva 04, qu'elle avait fusionné à moitié avec l'Eva 04, qu'elle avait été conduite à la Nerve, etc. Bon, elle a survécu à tout ça. Cool, j'ai envie de vous dire, cool, même si c'est indirectement plus la même qu'on connaissait dans le deuxième film, mais il n'empêche qu'elle est de retour, donc c'est cool, hein, c'est très très cool. Et Shinji décide de fuir parce que bon, 14 années ont passé, il est complètement déboussolé, il croit qu'il a sauvé Ayanami, mais on lui fait comprendre que non, il croit évidemment pas Misato, il croit pas du tout à ça, il a ce fameux, c'est ce fameux collier qu'il a autour du cou, qui si jamais il déclenche un nouvel impact, le tuera. Donc il a pas très très envie de rester auprès de Misato, qu'il considère comme une menace potentielle, qui ont envie littéralement de le confiner à jamais et plus jamais le revoir. Bah, il décide littéralement de trahir tout le monde, hein, d'être égoïste jusqu'au bout, hein, et c'est
ultra révélateur de ce que nous répète une fois de plus Asuka en le traitant de Shinji l'égoïste. C'est vrai, il est égoïste jusqu'au bout, il fera de la merde jusqu'au bout dans ce troisième film. Donc il rejoint la Nerve, il retrouve Rei, qui n'est plus la même Rei, excusez-moi, vous aurez très bien compris que c'est plus la même Rei Ayanami, complètement paumé, donc il comprend très rapidement que c'est plus la même Rei. Il fait la rencontre de Nagisa qui lui permet de répondre à ses interrogations de qu'est-ce qui s'est passé pendant 14 ans. Il répond très rapidement à ces questions en mode voilà, c'est de ta faute, même si c'est assez violent, c'est de ta faute. Donc au moins t'es clair, t'as tes réponses à tes questions, c'est de ta faute si tout ça est arrivé, ok? Et Shinji n'en croit pas un mot, hein. Il fuit constamment ses responsabilités, donc il n'en croit pas un mot, il se dit non, c'est pas de ma faute, j'ai sauvé Rei. Non, t'as pas sauvé Rei, c'est pas la même, elle n'est plus là, la Rei que tu connaissais, donc non, tu n'as pas sauvé Rei, ok? Voilà. Et il se fait manipuler une fois de plus, il fait des choix de merde, il conduit l'Eva 13, l'Eva finale, le dernier Eva de la Nerve, pour récupérer les deux lances, la lance du désespoir et la lance de l'espoir, pour une fois de plus mettre en joue le plan de complémentarité de l'homme, mais c'était sans compter sur les plans de Gendo qui finalement s'est foutu de leur gueule. Il n'y avait pas deux lances mais bien qu'une seule et les deux étaient identiques, donc il s'est foutu de leur gueule et défaire les deux lances, ça a causé plus de problèmes que d'autres choses, hein. Ça a déclenché le 4e impact, en tout cas ça l'a pas entièrement déclenché, mais Shinji aura fait que de la merde, hein, surtout que Nagisa lui dit non arrête, le fais pas, mais Shinji dans sa connerie il continuera, il arrachera les deux lances, ce qui causera quasiment le 4e impact, hein. Et la mort de Nagisa, soit dit en passant, puisqu'il prendra le fardeau de Shinji et lui causera ce qui lui causera la mort, hein, puisque en mettant ce collier autour du cou et en montant dans l'Eva 13, il sera considéré comme le 14e ange, un truc dans le genre, le 13e ange, je crois, de souvenir. Donc oui, Nagisa, en plus, est une création de la Zile pour rencontrer Shinji, c'était la raison de son existence, hein, rencontrer Shinji, déclencher et réaliser les plans de la Zile, mais vu qu'il aura une conscience, des émotions, bah évidemment son existence va changer, puisque sa rencontre avec Shinji aura complètement changé la raison de son existence, vous l'aurez compris, hein. Mais oui, il sauvera Shinji en prenant sa responsabilité, en mourant, littéralement en mourant, hein. C'est-à-dire qu'en devenant l'ange, et en devenant l'instigateur du déclenchement du 4e impact, il mourra, hein. Le collier va exploser, ce qui va le tuer, hein. Donc évidemment ce qui mettra fin au 4e impact, hein, quasi instantanément. Mais Shinji sera traumatisé à jamais, hein, il sera traumatisé à mort de cette expérience, hein, puisqu'il verra Nagisa mourir sous ses yeux dans l'Evangélion, dans l'Eva 13, et le 4e impact sera arrêté de justesse, hein. Heureusement, et ça va nous permettre de déclencher le dernier film de cette review, le 4e et dernier film, 3.0 plus 1.0, Thrice Upon a Time, sorti le 8 mars 2021, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en Blu-ray. Heureusement d'ailleurs, c'était pas trop tôt qu'il sorte quand même, hein. Donc il est considéré comme le film 4.0, hein. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, hein, même si son véritable nom c'est bel et bien 3.0 plus 1.0. Thrice Upon a Time, il y en a qui diront Evangelion 4.0, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ça ne dépend que de vous. La nouvelle fin d'Evangelion, donc on reprend nos aventures en premier lieu à Paris. Oui, à Paris. On commence à Paris, c'est trop cool. On apprend que la Ville, donc la résistance créée par Misato, a trouvé un moyen de restaurer les villes, restaurer les lieux, restaurer les forêts, restaurer pas mal d'endroits et permettre à des gens d'y vivre, parce que oui, le QTI n'a pas tué toute l'humanité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le QTI n'a pas tué tout le monde, il y a des gens qui ont survécu. On pense à Suzuhara, le pote de Shinji, qu'on verra plus tard. Beaucoup de gens auront survécu, bon, même si c'est pas 1 million, c'est pas 10 milliards, enfin il n'y a pas 10 milliards de gens sur Terre, mais voilà, vous aurez compris. Une petite partie de la population humaine qui aura survécu, qui se sera retranchée dans des villages qui seront protégés par des espèces de piliers, qui permettent de repousser cette vague rouge en fait, hein, cette vague créée par les anges à leur mort.
cette vision d'horreur, au final, hein, ça permettra de restaurer l'écosystème, l'écosystème permettant donc à ces gens de vivre, même si c'est que dans un périmètre ultra fermé, mais ça permettra quand même à ces gens de vivre, d'avoir des rations, d'avoir des lieux où pêcher, d'avoir du poisson, d'avoir des lieux, d'avoir un lieu où pouvoir respirer, parce que oui, tu peux pas respirer en dehors de cet espace. Donc oui, c'est important ce qu'a fait la Ville et ils ont restauré Paris. C'est là le premier objectif, c'est d'avoir restauré Paris pour récupérer des pièces d'Eva, puisque l'Eva 02 sera détruit une nouvelle fois. Oui, l'Eva 02, il aura pris cher dans cette tétralogie. Hein. Il aura été détruit 3 ou 4 fois, je crois, l'Eva 02. Donc restaurer Paris, c'était aussi pour récupérer tout l'équipement nécessaire pour la construction d'un nouvel évangélion. Voilà. Tout simplement. Mais ça nous permet de comprendre que l'objectif de la ville derrière tout ça. Et on revoit les persos qu'on connaissait et qu'on aimait bien également avec le nouvel équipage de la ville. On apprend aussi par la même occasion que l'une d'entre elles n'est pas trop en adéquation avec les ordres donnés par Misato. Ça aura son importance d'ailleurs avec la fin du film. Hein. Et de l'autre, on retrouve nos amis, hein, puisque après l'arrêt du 4e impact, tout le monde a été séparé. Et nos 3 amis, ceux qui restent, c'est la Rei Ayanami, donc celle qui ressemble à Rei, mais qui n'est pas vraiment Rei, une des Rei plutôt, hein, disons-le, une des Rei Ayanami, notre cher Asuka, et évidemment Shinji, le Shinji traumatisé, le Shinji qui n'a envie de parler à personne, le Shinji qui se renferme sur lui-même, parce que Misato, dans le 3e film, lui a dit « Shinji Ikari, à partir de maintenant, tu ne feras plus rien ». Il a fait de la giga merde, donc il a compris que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé et qu'il a encore fait une bêtise, donc il a décidé de ne plus rien faire du tout. De se renfermer, ok? De se renfermer complètement. Et Asuka, au final, dans ce film, ne sert que d'intermédiaire à l'auditeur du film pour répondre à ces questions. Parce que, je suis désolé, hein, elle fait que répondre à nos insultes qu'on aurait envie de dire à Shinji. Parce que bon, Shinji, au-delà du fait qu'il a fait des erreurs, oui, certes, bon, c'est pas en se refermant sur lui-même et en se laissant mourir de faim que ça va changer quelque chose. Surtout qu'Asuka est ultra vénère. Donc, et elle est ultra... elle a envie, elle a pas l'intention de laisser Shinji mourir et de le laisser... rebuter ses responsabilités, surtout après ce qu'il a fait. Donc quitte à ce qu'elle lui fasse bouffer, parce qu'elle le fait bouffer hein, de force, ses rations, et c'est surtout parce que le jour où il aura besoin de sa rédemption, elle sera là pour le buter. C'est elle qui lui tranchera la tête le jour où il en aura besoin, le jour où elle aura envie enfin d'en finir, c'est elle et personne d'autre qui le fera. Donc elle le laissera pas crever. C'est tout, hein, c'est pour ça qu'elle le fait, elle ne laissera pas crever ce connard. Donc oui, elle le force. Shinji boude évidemment, hein, puisque il veut voir personne, il comprend que s'il reste dans ce village, il créera plus de tort que d'autres choses, donc oui, complètement, il est renfermé complètement sur lui-même, il parle à personne, il regarde personne, il ne mange pas, il préfère se recroqueviller sur lui-même et chialer la nuit, plutôt que de dire merci. Hein, simplement parce que tout le monde est heureux de le voir, même si certes, il se considère comme le responsable, et tout le monde le sait, hein, tout le monde est au courant, hein, c'est-à-dire que ses potes sont au courant hein, de la part de Misato, que c'est lui qui a créé le Quasi 3e impact, c'est-à-dire qu'il pense que personne n'est au courant, mais tout le monde le sait, tout le monde, ses potes le savent qu'il est le responsable de tout ça, mais ça ne les empêche pas de l'accueillir, de lui fournir un toit, de lui fournir de la bouffe, et ça, la Rei Ayanami, celle qu'on voit du film, le fait comprendre à Shinji. Oui, une des Rei qui n'est pas Rei lui fait comprendre que les gens l'aiment, les gens l'apprécient, même après ce qu'il a fait. Même après ce qu'il a fait, il est quand même apprécié, tout le monde l'aime, tout le monde a envie qu'il revienne. Donc oui, il arrête de bouder. Il arrête de faire son caprice de gamin, et il décide d'aider au village. Donc on retrouve enfin un Shinji qui porte ses balls, c'est bon, il a fait sa petite crise, hein. Et Asuka une fois de plus répond à ça, parce que bon, on aurait tous eu envie de lui dire la même chose, c'est bon, t'as arrêté ta petite crise, t'as fini de faire ton bébé, t'as fini de pleurer, ok, maintenant tu peux bouger ton gros cul et aller aider au village. Oui, on aurait eu tous envie de dire ça, et c'est heureusement Asuka qui y répond. Donc c'est plutôt cool, et en plus on peut mater tout ce qu'il y a à mater, parce qu'Asuka passe son temps à Walp. Trop cool en plus, c'est bien, ok. Elle est mineure, personne ne regarde, fermez les yeux, c'est pas bien, ok. Et évidemment, vous l'aurez compris, la fin du film,
On va pouvoir passer directement à la fin parce que au-delà du reste, c'est pas ça qui nous intéresse. On rencontre le fils de Kaji et de Misato. Ça, je trouve ça dommage que le film se soit pas assez attardé sur ça. Donc Shinji décide de porter ses boules une dernière fois. On comprend que l'instigateur de tout ça, Gendo, arrive à ses fins de lui-même, hein, et pas à travers Shinji, contrairement à The End of Evangelion. C'est lui-même qui y arrive en reniant son humanité et en voulant créer de lui-même le quatrième impact avec l'Eva 13, avec les fameuses lances, hein, on vous rappelle, et avec les fameux vaisseaux des Adams. Là, pour le coup, c'est assez compliqué à comprendre. Alors, je sais bien, je te vois venir, Billy, je préchote les commentaires. Oui, mais si t'as pas compris, en fait c'est simple, c'est toi qui es juste trop con pour comprendre la fin, blablabla, et pourquoi on en est là, et pourquoi tout est blanc, et pourquoi il y a un gros trou au milieu, et pourquoi est-ce qu'on parle de monde des morts, etc. Oui, j'ai bien compris que j'étais pas religieux, je crois pas en Dieu, donc j'ai pas compris tout ça. Ok. C'est vrai que Évangélion c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, et il y a une terminologie biblique à comprendre aussi, donc et je sais que l'œuvre a été retournée dans son intégralité. Comme je le disais en début de review, l'œuvre a été retournée et re-retournée dans tous les sens du terme pour essayer de trouver la moindre référence, et je suis sûr que même après plus de 10 ans, il y a des gens qui cherchent encore des références dans Evangelion. Et il y a énormément d'œuvres qui s'y inspirent aussi en faisant des références à Evangelion aujourd'hui. Oui, Evangelion de toute façon est un pilier de la Japanimation. Ça c'est tout le monde le sait, hein, qu'Evangelion est un pilier. Mais bon, ça n'empêche rien. Donc Shinji décide de prendre ses boules, de prendre ses gigaboules et d'affronter son père. Parce que bon, c'est bien beau tout ça, on a assez fui, il faut porter ses responsabilités, il faut qu'il y fasse face, hein, parce qu'il a toujours fui son père, et il n'avait jamais tenu à le regarder en face et à lui dire papa, c'est bon, arrête de fuir, enfin toi-même arrête de fuir. Hein, parce que son père fuit aussi, hein, il se considère comme seul simplement parce qu'il veut retrouver sa femme et parce que sa femme était sa seule raison de vivre. Hein, on l'apprend dans ce dernier film à travers une magnifique scène où on apprend tout le passé de Gendo, le passé de son père, qu'en réalité il a renié son fils parce qu'il pensait que c'était mieux pour lui de ne pas voir son fils, alors que sa femme lui avait demandé de prendre soin de son fils, donc il a fait tout le contraire de ce que sa femme voulait. Donc oui, il n'aura pas compris les demandes de sa femme, qu'en réalité tout ça n'était pas nécessaire, qu'il pouvait très bien vivre avec son fils et continuer à vivre dans la mémoire de sa femme à travers son fils, plutôt que de détruire l'humanité pour retrouver son fils, enfin pour retrouver sa femme. Donc oui, ça aura été un plan de merde jusqu'au bout. Oui, ça aura été un plan de merde. Je suis désolé, ça aurait été un plan à chier. Et c'est Shinji qui lui fera comprendre que c'est un plan à chier. Surtout avec l'aide de Misato qui créera une nouvelle lance. La lance, j'ai plus le nom, hein, vous reverrez les films. Une lance, une nouvelle lance de l'espoir. La lance finale qui permettra à Shinji de mettre fin aux manigances de son père. Et du coup, ça permettra d'être à contrario de The End of Evangelion où Shinji sera le destructeur de l'humanité. Shinji en sera le sauveur, donc ce sera le parfait opposé. Lui qui arrêtera son père, qui lui par contre détruira l'humanité. Bon, l'humanité sera pas détruite à la fin de cette tétralogie, vous aurez compris, hein, parce que Shinji en sera le sauveur, que c'est bon, t'as compris, on a compris que t'étais triste, on a compris que tu voulais détruire l'humanité parce que tu voulais avoir une seule conscience et fusionner avec la conscience humaine pour retrouver ta femme, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est clairement pas comme ça qu'il fallait le faire, voilà. C'est très métaphysique, c'est très compliqué à comprendre, mais pour ceux qui auront vu les films et qui auront mieux compris la fin également de The End, qui auront toutes les références, etc., vous aurez très probablement mieux compris que la fin que moi, et encore une fois, vous n'hésitez pas à me faire un pavé si jamais je dis de la giga merde et que c'est pas du tout comme ça qu'il faut interpréter la fin. Certains n'aimeront pas cette fin, hein, de cette tétralogie, certains la trouveront à contrario complètement ridicule et inutile, et pourtant, je suis désolé parce que le plan final est ultra important. Le plan final du film, c'est un plan en prise de vue réelle que The End of Evangelion avait déjà fait. Je suis bien conscient que The End of Evangelion l'a déjà fait, ces plans en prise de vue réelle, mais il n'empêche que, et la fin de la série télé l'a fait aussi, hein, les plans en prise de vue réelle. Mais il n'empêche que cette fin est la fin la plus parfaite. Je suis désolé, la fin est la fin la plus parfaite parce que Shinji a décidé de porter ses couilles, de faire les choses comme il aurait dû le faire dès le début, parce qu'il était
le destin, blablabla, c'était écrit depuis le début, c'était lui qui allait mettre fin à ça, aux torpeurs de son père, qui allait lui faire comprendre que finalement c'était pas bien et que ça aurait été sympa de parler, puisque détruire le monde et parler, c'est quand même deux choses différentes, papa. Ça aurait été bien qu'on parle tous les deux et que tu comprennes que maman, elle est morte et que fallait que tu vives à mes côtés et qu'on partage le deuil ensemble. Ça aurait été bien quand même, non? Tu comprends pas ça, en fait, c'était trop compliqué pour toi? Visiblement oui. Mais Shinji arrive au bout. Shinji arrive au bout et il est rassasié de tous ses péchés, il est rassasié de toutes ses responsabilités en lui enlevant ce collier que Marie fait. Hein, elle lui retire ce collier avec un Shinji en costard à la gare pour signifier la fin du voyage. Simplement, hein, c'est comme ça que je l'interprète, c'est la fin du voyage. Il est assis à la gare, on voit tous les personnages en face d'ailleurs, on voit Kaoru, on voit Rei, on voit Asuka, donc on comprend très bien que Shinji a réalisé ses objectifs, a réalisé ça, et a créé un monde où tout le monde est heureux, mais surtout, et enfin lavé de tous ses problèmes, lavé de tous ses péchés. Il était le bourreau, il a été le bourreau et le sauveur, et il aura réalisé tout ce qu'il aurait dû faire. Mais ce plan final en prise de vue réelle, avec Shinji et Mari qui sortent de la gare en courant, et un plan très certainement fait au drone, hein, qui s'éloigne de la gare, qui se tourne vers les bâtiments, vers le ciel bleu, hein, le ciel bleu signifiant finalement que le monde est en paix et que le monde a été sauvé. C'est ultra révélateur, et le personnage de Mari a joué un rôle ultra important là-dessus, puisqu'on comprend très vite que Mari en réalité elle est bien plus vieille que ce qu'on pouvait penser. Ouais, Marie, elle est bien plus vieille qu'on aurait pu l'imaginer, simplement parce que Marie faisait partie du groupe de recherche avec Yui et le père de Shinji, Gendo. Hein. On comprend très vite en voyant la photo, on le comprend direct en voyant la photo, de toute façon, en voyant la photo avec, avec Fuyutsuki. Donc l'ancien professeur de l'université où ils étaient ensemble, très probablement dans la même promo, avec elle, le père, donc Gendo, et Yui Ayanami, que Marie était dans ce groupe-là. Donc on comprend que Marie est très probablement beaucoup plus vieille que ça. Et c'est pour ça qu'elle s'intéresse aussi à Shinji. Pour cette raison aussi. Et que ce soit elle qui lui enlève le collier. C'est ultra symbolique. Que ce soit elle qui lui enlève le collier parce qu'elle est la dernière survivante du groupe. Elle est la dernière à pouvoir dire à Shinji merci d'en avoir fini avec ça. Merci d'avoir réalisé tout ça. Merci d'avoir sauvé Yui. Merci d'avoir sauver Gendo également, d'avoir permis à Gendo d'être en paix avec lui-même et d'avoir compris que être aux côtés de son fils c'est mieux que d'être l'humanité. Ouf. Et merci pour tout ça, et que ce soit elle qui lui enlève le collier est parfait. Je suis désolé, il pouvait pas y avoir mieux. Il pouvait pas y avoir mieux. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, oui, je le répéterai jamais assez, mais oui, la fin de The End of Evangelion est à des années-lumière. On peut opposer les deux fins. Les deux fins sont le parfait opposé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en commentaire. Moi, je vais vous laisser ici. J'aurais pas parlé du visuel de ce dernier film, hein, mais c'est le plus beau. Hein. Il y aura eu aussi beaucoup d'expérimentations, de tentatives de prouver que Evangelion n'était en réalité qu'un test, hein, puisqu'on voit beaucoup de passages, notamment dans le troisième et ce quatrième film, de passages un peu comme si on était dans un studio de cinéma, pour prouver que rien de tout ça n'est la réalité. En fait, hein, que les deux personnages se sont renfermés dans la réalité. Je pense au dernier duel entre Gendo et Shinji, où ces derniers se battent dans des décors de cinéma. À la fois, ils se battent dans une espèce de fausse Neo Tokyo 3, ils se battent dans l'appartement de Misato, un coup ils se battent dans l'appartement de Rei, après ils se battent, et en fait quand il se fait expulser en dehors de l'appartement, on comprend que c'est un décor de cinéma. Tout est fait volontairement comme si c'était un décor de cinéma, comme si rien de tout ça n'était réel, et que tout ça a été tourné dans le monde réel, et dans des décors fictifs. Donc oui, c'est fait volontairement pour te faire comprendre que rien de tout ça n'est la réalité, qu'il faut garder les pieds sur terre, et qu'il faut, même si c'est un peu moins violent, et le message est bien passé pour le coup, hein, puisque personne n'a été virulent sur ce dernier film, que Anno a réussi son pari de bien faire passer son message cette fois-ci. Que ça n'a pas été très violent, que oui, grâce à ces scènes volontairement faites en 3D, dans ces décors, dans ces faux décors de cinéma, où on voit qu'il est expulsé sur le mur, et on comprend qu'en fait le décor en arrière-plan avec le ciel bleu, c'est un décor de cinéma, que les bâtiments qui sont expulsés, qui sont pas détruits, mais qui sont repoussés comme une espèce de décor de marionnette, bah tout ça n'est pas réel.
que c'est volontairement fait exprès. Et que cette prise de vue également réelle à la fin, où Shinji et Mari s'échappent de la gare en courant, avec énormément de personnages également dessinés en 2D pour marquer la frontière entre le réel et l'irréel. C'est parfait, je suis désolé, c'est parfait. Le message est très bien passé, il a été très bien écrit. Anno s'est très bien rattrapé par rapport à The End, par rapport à la fin de la série télé, il s'est ultra bien rattrapé. Le message est très bien passé. Donc il y en a qui auront pas aimé cette fin, qui les auront trouvés hypocrites jusqu'au bout. Et je peux le comprendre, hein, que vous auriez trouvé même cette fin de cette tétralogie mauvaise. Je l'aurais compris, mais après il faut des arguments aussi pour la trouver mauvaise. Pourquoi est-ce que vous l'aurez trouvée mauvaise? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite pour de futures reviews de films. Ciao tout le monde. Bye.